We have been given the scientific knowledge, the technical ability, and the materials to pursue the exploration of the universe. To ignore these great resources would be a corruption of a God-given ability. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Ma vie avait toujours été celle d'un navigant, marqué par le signe du nautisme. Autrefois gardien armé de navires géants dont dépendait la mécanique de la globalisation, je me retrouvais aujourd'hui coincé dans le ventre d'une petite baleine de l'espace, à mi-chemin entre le sous-marin et l'avion. Encore une fois, il était question de cap à suivre, d'escale et de vie emballée dans des sacs. Le Starship était en fait un tube, évoluant dans le vide spatial à la vitesse foudroyante de plusieurs kilomètres par seconde. Une balle de fusil d'une 50aine de mètres de long tirée dans la nuit. Et dedans, nous, les spationautes, les nautes de l'espace. Il restait encore une petite centaine de jours avant de rejoindre l'orbite martienne. La force de la Elon Corporation était d'avoir su concevoir des Starships capables de réaliser des vols sol à sol, sans transit via des stations orbitales. Terre-Mars sans escale. Cette technologie était désormais vieille d'une petite génération et était largement éprouvée. Nous étions une quarantaine à vivre à bord de la machine. Il y avait 6 membres d'équipage qui assuraient l'entretien et le suivi des systèmes, la sécurité générale et les communications avec les 2 planètes. Et 32 passagers, dont 20 formaient la future équipe de sécurisation martienne. Les autres passagers étaient des techniciens et des scientifiques destinés à prendre leur service sur les installations martiennes de la Elon Corporation. La séquence de décollage s'était déroulée sans encombre. Bien sûr, une prime de risque pour le lancement avait été versée. Plus que la durée du trajet dans un espace si exigu, c'était l'apesanteur que j'avais le plus appréhendée. Or, force était de constater que l'on s'y habituait très vite. Et même au-delà de ça, cette sensation de flottement apportait même une certaine quiétude à l'âme.
les journées s'écoulaient invariablement de la même manière. Seul le dimanche, considéré comme un jour libre, différait quelque peu. C'était le temps universel qui cadençait nos journées. Réveil général à 7h30, suivi d'un temps pour le petit déjeuner que nous étions libres de prendre sur le pont de service ou alors dans nos alvéoles personnels. La nourriture sous blister était principalement constituée de sandwichs optimisés pour générer le moins de miettes possible. Nous pouvions les réchauffer dans les 2 fours micro-ondes à disposition sur le pont de service. Heureusement, il existait une large gamme de saveurs possibles. À 9h, l'ensemble des passagers se rassemblaient pour le briefing quotidien, encore une fois sur le pont de service qui était en fait le centre des activités tout au long du voyage spatial. Lors de ces briefings, qui ne duraient généralement que quelques minutes, étaient attribués aux différentes équipes, par le pilote en second, les fonctions de ménage et d'entretien périodique dans la zone vie du Starship. Le Wi-Fi nous permettait de garder nos terminaux portables à jour et de conserver une liaison personnelle avec la Terre, bien que le voyage avançant, les délais de communication se firent de plus en plus longs. La zone vie du Starship était conçue comme une grande cage de Faraday. Aussi, nous étions relativement protégés du rayonnement cosmique. On estimait néanmoins qu'un séjour sur Mars écourtait l'espérance de vie de quelques années, étant donné les doses de radiation absorbées par l'organisme durant de longs mois. Plusieurs fois par semaine, l'équipe de sécurité était briefée par Sony. Nous commencions à bien connaître la situation sur Mars. La planète rouge avait été divisée en différentes concessions de recherche et d'exploitation, à savoir 24, qui chacune était constituée d'un fuseau complet. À chacun son quartier de l'Orange. Plusieurs concessions n'avaient pas encore été attribuées. Néanmoins, celle possédée par la Elon Corporation jouxtait-elle une autre concession tenue quant à elle par Zymark, le frère ennemi, grand technotrust californien. On estimait à environ 8000 le nombre de résidents sur Mars, et la Elon Corporation avait déjà expédié un bon millier d'ingénieurs, de techniciens et de chercheurs. Officiellement, nous étions les premiers êtres humains à emmener avec nous des armes sur Mars. Nos caisses, dans la soute, contenaient tout le matériel nécessaire. Fusil d'assaut Z4, calibré en 7,62, viseur holographique, brelage, porte-plaques, sac à dos, etc., etc. Nous étions équipés, au final, comme sur la bonne vieille Terre. Seulement, nos équipements devraient être portés par-dessus les combinaisons hermétiques lors des déplacements extravéhiculaires. 2 buggy électriques et 2 véhicules chenillés pressurisés devaient être mis à notre disposition une fois rendus à Tesla Kemp, la base principale de la corporation, située au niveau de l'équateur de la planète, au centre même de la concession. Dès les premiers jours du voyage, Sony nous avait expliqué le réel pourquoi de notre intervention sur la planète. Le cratère Y32, d'une trentaine de kilomètres de diamètre et situé à environ 17 degrés nord et 10 degrés ouest, était partagé de manière quasi égale, en son centre, par la délimitation séparant la concession de Zymark avec celle de la Elon Corporation. Or, les prospecteurs miniers des 2 technotrusts s'intéressait spécifiquement à ce cratère. En effet, y avait été trouvé un minerai aux propriétés conductrices révolutionnaires, certainement arrivé avec le météore générateur de la dépression. Ce matériau, jusque-là totalement inconnu de la communauté scientifique, ne semblait se trouver qu'à ce seul endroit. 1 an auparavant, une équipe technique de la corporation, venue sur place pour installer une base de prospection avancée suite à l'heureuse découverte, avait fait une mauvaise rencontre. Des gars de Zymark avaient franchi la délimitation légale et s'étaient avancés dans le cratère avec plusieurs véhicules chenillés. Ces derniers étaient alors en train de gonfler des modules d'habitation très clairement du mauvais côté de la frontière. Les scientifiques de la corporation, zélés et désireux de protéger les intérêts de leur employeur, n'avaient pas hésité à aller au contact. Et la situation avait alors tourné au pugilat à coups de pelle et d'outils.
Les salariés de Zeitmark prirent leurs clics et leurs claques et évacuèrent la zone, laissant sur place leurs abris en cours de montage. Il n'y avait eu alors aucun blessé, et vu la violence de l'altercation, c'était là un réel miracle. Sony nous avait passé des films de la scène. Suite à cet incident frontalier, les scientifiques sur zone observaient régulièrement des vols de drones au-dessus de leur position, bien que Zeitmark n'ait déployé aucune équipe en physique de leur côté du cratère. Néanmoins, ces survols réguliers au-dessus de la zone révélaient l'intérêt que portait toujours le Trust californien quant aux ressources qui s'y trouvaient. Il était évident qu'il fallait mettre la zone en protection. Et la corporation avait alors pris la lourde décision d'envoyer là-haut une équipe en armes. Mercenaires drillés, tenue tactique, patrouille le fusil au bras, allaient faire leur apparition dans l'histoire de la conquête spatiale. Bien sûr, toute l'opération était tenue secrète. Même les autorités de Washington n'avaient pas été prévenues. Il faut dire que le deal était clair. En contrepartie de la mise en place d'un régime para-écologiste sur Terre, champ libre était laissé aux grandes sociétés technologiques américaines et chinoises pour faire leurs petites affaires dans le ciel. Là-haut, là où nous allions, régnaient les laboratoires biotechniques. Se greffaient des implants sur des cobayes nés en couveuse artificielle. C'était la domination totale de la cuve emplie de fluide vert fluo où flottaient des fœtus de créatures indéfinissables. En bas, l'humanité n'était pas prête pour tout ce qui se préparait dans les étoiles. Et Homo sapiens avait choisi son sort et ses lois par le truchement du jeu démocratique. L'abandon de la technoscience, le renoncement à la 8G et à la sélection par séquençage du génome. Pour la Elon Corporation, Zeitmark et les tycoons chinois, les étoiles et leurs promesses infinies, mais ô combien périlleuses. Pour le reste, l'esclavage volontaire et le renoncement à toute forme de danger. Je ne savais pas clairement comment me positionner dans cette partie qui redéfinissait les notions mêmes de ce qui était humain et de ce qui ne l'était pas. Où se terminait la nature et où commençait l'artifice. Je n'étais plus sûr de rien. Et quand ces questions me hantaient, souvent le soir, dans ma petite alvéole perdue dans le ventre de la baleine spatiale, je consultais mes portefeuilles financiers. À la vue des versements hebdomadaires effectués par mon employeur, tous mes doutes s'évaporaient et je pouvais alors me laisser aller au sommeil flottant des spationautes. Les séances de sport obligatoires visant à contrer les phénomènes d'atrophie musculaire inhérents à l'absence de gravité étaient des moments propices à la sociabilisation. Les autres membres de l'équipe de sécurité martienne partageaient avec moi un profil professionnel tout à fait comparable. Anciens des forces spéciales, employés de sociétés militaires privées, spécialistes de l'armement léger et du tir de combat, de la médecine de guerre, du contre-terrorisme, etc., etc. Tous, nous avions déjà traîné nos guêtres sur toutes sortes de théâtres d'opération. Seuls 2 membres de l'équipe avaient moins de 30 ans, et c'est avec Marco, un Ukrainien de Lviv, que j'établissais rapidement de solides liens d'amitié. Nous nous défions régulièrement aux rameurs. Et bien sûr, je gardais des liens privilégiés avec Sony, qui s'était ingénié à trouver un système de fixation pour sa casquette de baseball. Il était en effet impensable pour lui de la quitter, ce malgré l'absence de pesanteur. Les jours passaient et l'arrivée sur Mars approchait plus vite qu'escompté. Le soir, quand la zone vie passait dans la lumière rouge signifiant les heures nocturnes, à l'image de ce qui se faisait dans les sous-marins, je m'enfermais dans mon alvéole, consultais la base de données multimédia du Starship, et je me laissais porter par une filmographie où tout sentait la poudre noire, l'huile des Remington, le crottin et les dollars en or.